les Norvégiens ont cette valeur de transparence extrême qui fait partie de leur ADN. Et donc là, ils ont créé leur espèce de petit Finari où on peut suivre les positions. Franchement, je trouve ça génial. Il y a des années à plus de 25%. Vous imaginez 25% sur un fonds qui à l'époque faisait 457 milliards, mais qui aujourd'hui fait beaucoup plus. Bonjour à tous, bienvenue dans une analyse de patrimoine très spéciale puisqu'aujourd'hui j'analyse le patrimoine de la Norvège. C'est parti. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur la Norvège et sa stratégie d'investissement qui est quand même assez étonnante et assez incroyable. Du coup, on s'est dit avec l'équipe que ce serait sympa de soulever le capot et vraiment d'aller voir ce qui se cache dans le patrimoine de la Norvège. Et du coup, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Ça nous donne un patrimoine net pour nos amis, le fonds norvégien, de 1670 milliards d'euros. Comment ça se répartit? Alors, il y a 70% d'actions, 1200 milliards d'euros d'actions. Ça laisse quand même songeur. Il y a de l'immobilier, un petit peu, vous le voyez. Alors, le graphique n'est clairement pas à l'échelle. Il y a aussi beaucoup d'obligations, 488 milliards d'euros d'obligations. Il y a un tout petit peu d'énergie renouvelable et ça, on reviendra dessus. Mais donc, les grandes poches, c'est actions, obligations et ensuite très loin derrière, immobilier et encore très loin derrière, énergie renouvelable. Pas de dette pour ce fonds, donc ça, c'est vraiment le top. C'est la situation un peu rêvée. C'est un fonds certifié sans héritage. Néanmoins, voilà, les Norvégiens ont trouvé du pétrole dans leur jardin, donc ça, c'est quand même un petit bonus qui est sympa. J'ai vu là, quelqu'un a creusé une piscine et je crois qu'il a trouvé des lingots d'or pour 600 ou 700 000 euros dans son jardin. Donc là, c'est un peu ça sous stéroïde parce que ça rapporte un peu plus. Le Finari Score, c'est 99 sur 100. La Norvège et l'élève quasi parfait. Du coup, le profil, 29 ans, le fonds existe depuis 29 ans déjà. La situation, elle est plutôt engageante puisque ce fonds est responsable quelque part de l'avenir des 5,5 millions de Norvégiens. Son métier, c'est rentier du pétrole et évidemment investisseur professionnel. N'oubliez pas que ce que va faire ce fonds, c'est tout simplement capter la manne pétrolière pour la réinvestir en vue de la redistribuer à la population le jour où il en aura besoin ou financer des gros projets. Salaire de 2024, très variable. Pour vous donner un ordre d'idée, le fonds a généré 60 milliards d'euros avec le pétrole, 200 milliards d'euros avec les dividendes et les intérêts de ces différents placements, ce qui vous donne un total de 260 milliards d'euros par an. C'est quand même assez monstrueux et ça laisse beaucoup de latitude lorsqu'il s'agit de réinvestir. Ça fait rêver quand nous, on est dans un pays où le déficit budgétaire est chronique et on est en train de raboter vraiment et de faire les fonds de tiroir pour gratter 1 ou 2 milliards par-ci par-là. Les Norvégiens, eux, ils génèrent tout simplement 260 milliards d'euros juste avec leurs fonds. D'ailleurs, je précise que ce chiffre, il est estimé, on a croisé pas mal de données, il n'y a pas de rapport officiel malheureusement sur les flux générés par le fonds. Donc c'est une estimation, on est quand même assez confiant sur le sujet. Objectif, évidemment, assurer le bien-être des générations futures des Norvégiens, ça je vous le disais tout à l'heure, et préparer l'après-pétrole, parce que oui, en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on soit fan du pétrole, qu'on soit contre le pétrole, peu importe, j'ai envie de dire, la majorité d'entre nous en mettent encore dans nos véhicules, ou quand on prend le bus, c'est encore du pétrole qui fait tourner la machine, mais un jour il n'y en aura plus, et donc la Norvège anticipe maintenant pour préparer ça, et c'est vraiment, pour moi, l'image parfaite de l'investissement, c'est on se prive un petit peu maintenant, donc le mois de maintenant va raboter un peu ses dépenses pour investir dans le mois du futur. C'est ce que font les Norvégiens avec Maestria. Le cash flow, on l'a regardé encore une fois, on a estimé évidemment les chiffres, je vous le disais tout à l'heure. Donc on est reparti de la rente pétrolière, donc 60 milliards d'euros du pétrole, 200 milliards d'euros de revenus d'investissement, donc dividendes d'intérêt, et ça nous donne un budget dispo de 260 milliards d'euros, pas mal de choses à faire. Sur cette somme, vont repartir directement dans le fonds 212 milliards d'euros. Et donc là, on vous a mis la répartition. Grosse majorité en actions, 146 milliards. Une partie quand même non négligeable en obligations. Je rappelle que les obligations, c'est des emprunts concrètement. Emprunts d'État, emprunts d'entreprise, emprunts de municipalité. Peut financer pas mal d'acteurs. Donc 62 milliards. Et ensuite, immobilier infrastructure, c'est vraiment peanuts. Et ça représente aussi bien ce que font les gros patrimoines sur leur stratégie. Chez Finari One, on accompagne beaucoup de grosses fortunes. L'immobilier, c'est toujours anecdotique en fait. Parce que au bout d'un moment, vous n'allez pas avoir 10 maisons. Vous n'allez pas vivre dans 14 résidences principales et surtout si vous voulez acheter à l'échelle, donc vous voulez investir beaucoup, ça va être très compliqué de déployer du cash dans de l'immobilier en gardant la qualité et surtout en gérant toutes les contraintes opérationnelles qui vont s'en suivre. Donc c'est vrai que quand on a beaucoup d'argent à placer, on préfère des placements financiers parce que c'est beaucoup plus simple et aussi c'est beaucoup plus liquide. Donc ça, c'est ce que fait la Norvège et on regardera ce qu'ils font spécifiquement dans l'immobilier parce que c'est intéressant. La Norvège évidemment va aussi donner une partie de ses revenus au gouvernement et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va financer la recherche,
Et l'éducation, ça c'est l'investissement des générations futures de Norvégiens. La santé et les hôpitaux, ça c'est quand même clé, 13 milliards d'euros. Les infrastructures et le transport, c'est aussi clé, surtout dans un pays qui est aussi grand avec autant de petites îles, etc., avec des climats extrêmes. Évidemment, super important. La défense et la sécurité, c'est de plus en plus important, surtout lorsqu'on est dans cette zone-là du monde et qu'on est proche de certains pays comme la Russie. On a envie de s'armer de plus en plus. C'est ce que font les Norvégiens. C'est un carrefour vraiment stratégique. Et enfin, la protection sociale, les retraites, le service public. Chez nous, c'est un sujet qui est monstrueux. Chez eux, finalement, ça coûte pas tant que ça. C'est que 7 milliards d'euros que le fonds va réinvestir via le gouvernement. Donc un budget quand même assez équilibré. Voilà, ça nous laisse quand même la bagatelle de 100 millions d'euros dispo. Bon, ça c'est vraiment anecdotique à leur niveau. Donc le fonds, il est managé par Norges Bank. Et d'ailleurs, je suis un fan absolu du podcast du CIO de Norges Bank. C'est Nikolai Tangen qui fait un podcast. Et vu que c'est quelqu'un qui donne de l'argent à tout le monde, il a les meilleurs invités. Donc, il est managé par Norges Bank, qui est la banque centrale norvégienne. Et pour cette gestion, Norges Bank facture 0,05% de frais sur la performance, autant dire 5 points de base. Le mandat de Norges Bank, c'est pas de battre le S&P 500, c'est deux choses. Un, préserver le capital réel, donc protéger le pouvoir d'achat au-delà de la richesse pétrolière, maximiser le rendement à long terme dans un cadre de risque modéré prédéfini. Donc clairement, on n'est pas sur un investisseur qui a besoin de faire du 10% par an, du 15% par an. On est vraiment dans la structure assez typique de ce qu'on appelle un High Net Worth Individual, un HNWI. Le High Net Worth, la personne riche, va vouloir préserver son capital et se protéger de l'inflation plutôt que de s'enrichir encore plus. Quand on est riche, on n'a pas besoin de devenir riche, on l'est déjà. Donc on ne va pas prendre des risques démesurés, on va juste faire ce qu'il faut pour avoir plus ajusté à l'inflation. Je ne prélève que 3% de mon patrimoine pour financer d'éventuelles dépenses pour mon pays. Ça, c'est vraiment la règle. Si vous suivez un peu la chaîne, la règle des FIRE, la règle des 3% de la fameuse Trinity Study. L'idée, c'est de dire que si on prend 3% sur son capital chaque année, on ne va jamais arriver à zéro, puisqu'en fait, la performance du patrimoine va compenser les 3% qu'on vient retirer. Donc c'est ce qu'on appelle le withdrawal rate, le taux de retrait. Historiquement, c'est plutôt 4%, mais eux, ils jouent vraiment plat du pied sécurité, ils prennent que 3%, ce qui leur réussit plutôt bien. Et surtout, ce qui met une règle, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce fonds, c'est qu'il y a des règles qui sont assez pragmatiques, mais qui contraignent la gestion et donc qui créent aussi un cadre qui ne bouge pas tous les 4 matins. Actuellement, je génère un rendement de 6,59% annualisé et 2024 a été plutôt une bonne année avec 8,5%. Donc avant de passer à l'allocation type, voilà le rendement. Donc là, vous n'avez pas encore 2024, mais vous voyez en rouge ici Annual Returns, donc c'est la performance tout simplement du fonds. Il y a eu quelques années négatives, bulle internet ici, donc 2000 d'ailleurs c'est assez stable, je pense qu'il y avait beaucoup d'obligations, après ça grince un peu. 2008 évidemment catastrophique, moins 23%, encore on peut se dire que ça va vu l'ampleur des dégâts. De mémoire le S&P avait fait cette année un moins 40%, donc on est quand même pas si mal que ça. Après énorme rebond, c'est comme souvent quand il y a une très forte crise, une fois qu'elle est terminée le marché explose. Et on voit ensuite, alors 2018 année assez mauvaise aussi, et surtout 2022 Covid où là ça grince aussi moins 14%. Mais dans l'ensemble, la performance est quand même très bonne. Il y a des années à plus de 25%. Vous imaginez 25% sur un fonds qui à l'époque faisait 457 milliards, mais qui aujourd'hui fait beaucoup plus. Mais en tout cas, ce fonds il grossit très gentiment année après année et ça commence quand même à être assez impressionnant. Du coup, la composition, vous avez, je vous le disais tout à l'heure, les actions et les fonds qui sont vraiment la majorité, le moteur de croissance de ce patrimoine. C'est 70% du portefeuille. Donc le fonds détient 8800 entreprises dans 70 pays. Autrement dit, 1,5% de toutes les actions cotées sur Terre. C'est assez fou comme chiffre. Pour vous donner quelques exemples, je ne vais pas tous les faire, mais bon, vous voyez l'idée. Le fonds détient 1,42% de Microsoft, 1,31% de Nvidia, 1,16% de Tesla, 1,2% d'Apple, 1,1% de LVMH, 2,54% de ASML, dont on parle assez souvent sur cette chaîne, et aussi le champion danois des médicaments, Novo Nordisk, le fonds en détient 1,75%. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je veux dire, Nvidia vaut entre 4500 et 5000 milliards de dollars. Le fonds en détient 1,3%. Enfin, c'est monstre, c'est incroyable. Répartition, 45% sur l'Amérique du Nord, 30% sur l'Europe, donc grosse pondération européenne quand même, probablement due à la position géographique, 20% sur l'Asie et 5% sur les émergents. Exclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans le mandat de gestion, il y a tout ce que le fonds a le droit de faire et tout ce que le fonds n'a pas le droit de faire. Le fonds n'a pas le droit de faire du tabac, des armes, du nucléaire. Ça peut paraître assez étonnant lorsqu'on veut préparer l'après-pétrole, mais bon, ça c'est une autre question. Le charbon, ça s'entend évidemment, et les sociétés qui violent les droits de l'homme, ça s'entend aussi. Le fonds vote dans 12 000 assemblées générales chaque année, autrement dit, il est actionnaire, il va aller donner son vote d'ailleurs,
ils ont voté, je crois, récemment contre le package complètement fou de 1000 milliards de dollars de salaire d'Elon Musk s'il atteint ses objectifs, qui d'ailleurs l'a fait beaucoup réagir parce que lui il dit moi si j'atteins mes objectifs, tous les actionnaires vont devenir très riches, donc je vois pas pourquoi moi je participerai pas à la fête. Mais en tout cas ils jouent leur rôle d'actionnaires un peu activistes et ils prennent des positions. En 2024, la part action de ce portefeuille a retourné 12,4%, donc bon, c'est quand même pas mal du tout. Évidemment, c'est pas que la performance du S&P 500, mais encore une fois, n'oubliez pas que leur mandat, c'est pas d'aller péter tous les compteurs, c'est préserver la richesse, de battre l'inflation et de préparer l'après-pétrole. Donc avec 12% par an, là, on est vraiment dans les clous. Sur la partie obligation, l'objectif, c'est la stabilité d'une part, mais aussi la liquidité. 27% du portefeuille investi dans des dettes souveraines et d'entreprises, les plus sûrs du monde. Quelque part, c'est le matelas de sécurité de la Norvège, c'est cette part obligataire. Ça permet d'absorber les chocs et d'éviter de vendre des titres pour financer les fameux 3% par an. Oui, parce qu'en fait, les obligations, elles vont arriver à échéance, à maturité, et donc le cash, comme on dit, le principal va être remboursé. Et donc, au lieu, par exemple, de réinvestir dans du nouveau papier, on va prendre le flux qu'on vient de capter et on va le donner au gouvernement. Donc voilà, il y a toute une gestion assez précise, évidemment, de tout ça pour s'assurer que les flux puissent être servis au gouvernement en temps voulu. Le rendement moyen en 2024, il est assez naze, on va pas se mentir, 1,1%, parce qu'ici on est vraiment dans l'amortisseur pur et donc ils sont pas du tout là pour générer du gros yield, et aussi les taux sont assez bas en ce moment. Je pense qu'ils se situent plutôt sur la partie courte de la courbe et donc ils sont vraiment là pour sécuriser. On regardera après dans le détail. Immobilier, infrastructure, diversification et rendement réel, je vous le disais, c'est minuscule dans leur patrimoine. Bon, ça représente quand même 33 milliards d'euros, c'est pas anecdotique, mais bon, pour eux, c'est vraiment peanuts. Ils ont un portefeuille, du coup, d'immeubles premium. On vous a sorti quelques exemples. Ils ont par exemple le 74-76 rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc, c'est un immeuble de prestige, Même si vous n'habitez pas à Paris, vous avez probablement entendu parler du Faubourg Saint-Honoré. Ils ont ce building qui est à Victoria Street, qui est hyper prime, évidemment. Ils ont le 601 Lexington Avenue à New York, qui est un gros gratte-ciel de 59 étages. Ils ont le Ginza 6 Building, un centre commercial de luxe à Tokyo. Donc voilà, ils sont pas là pour aller faire du marchand de biens, prenant des trucs sous-évalués. Enfin si, ils font du marchand de biens de luxe, en gros, ils achètent de l'hyper prime et ils se sécurisent. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre quand vous faites de l'immobilier un peu à l'échelle, c'est que vous êtes face à ces acheteurs-là. Alors bon, a priori, tout le monde va pas pouvoir s'acheter un building de 59 étages, mais on va dire qu'un immeuble parisien, c'est quelque chose qu'un haut patrimoine pourrait envisager, mais il va être face à des assureurs, il va être face à des fonds souverains. Ces gens-là ont un pouvoir d'achat qui est quasi illimité. Donc c'est aussi pour ça que ce marché est très difficile d'accès, parce que les acheteurs en face sont des gens qui sont extrêmement bien capitalisés. Et je vous le disais, il y a une dernière partie, c'est la partie infrastructure renouvelable, qui elle représente 7,7 milliards. Le rendement pour l'infrastructure, il a été négatif. On est vraiment dans une phase où on veut créer quelque part les infrastructures du futur. On est aussi prêt à prendre des paris qui vont être perdants. C'est compensé quelque part par la part action qui elle fait une très belle perf. Et sur l'immobilier, pareil, perf assez négative, moins 4,9%, mais encore une fois, l'idée c'est de sécuriser et de diversifier à la marge. Là, on vous a trouvé un petit graphique qui est assez parlant, je pense. C'est que vous voyez que là, en 2024, vous avez quelque part 3 composantes dans la valeur boursière du fonds, la fameuse NAV, Net Asset Value. Vous avez, on va regarder tout en bas, l'impact de la couronne norvégienne, qui a été assez important, mais ça c'est surtout vu la taille du fonds. Vous avez ensuite la majorité de la performance qui a été générée justement par les retours sur investissement, ce que je vous montrais tout à l'heure. À force de faire du 10% par an, du 12%, du 25%, eh bien ça chiffre, et donc c'est une grosse partie du fonds qui vient de ça. C'est d'ailleurs pour moi la preuve absolue que c'est ça la force des intérêts composés, c'est que quand vous capitalisez aussi longtemps sur des gros montants, forcément ça finit par faire quelque chose d'énorme, et donc on voit qu'au final les inflows, les versements du pétrole représentent qu'une petite partie par rapport à la perf. Et aujourd'hui le fonds est si gros parce qu'il a généré une si bonne performance. Du coup les questions qu'on se pose, ou les questions que pourrait se poser à la Norvège, au Norges Bank, mon patrimoine est très concentré sur les 7 magnifiques, vous les connaissez, Apple, Microsoft et compagnie. Est-ce que je ne suis pas trop exposé à la tech US? On va regarder ça. Mes performances en immobilier et renouvelables sont bien moins bonnes que mes actions. À ton avis, j'arrête les frais pour me concentrer uniquement sur les actions? Le CEO de la Norges Bank, Nicolai Tangen, considère les cryptos trop risqués. Néanmoins, j'ai une grosse exposition indirecte, notamment via stratégie. Est-ce une erreur de ne pas détenir du BTC en direct? Quid de l'Ethereum? C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce que les fonds souverains vont finir par sauter le pas? Il y a des pays comme le Salvador, c'est pas des pays de premier plan, mais le président du Salvador poste régulièrement des screenshots du
wallet pour montrer la performance absolument dingue de leur position Bitcoin. Bon, voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est une question que beaucoup de fonds souverains se posent. Je passe énormément de temps à affiner ma stratégie, pourtant ma performance annuelle n'est que de 6,59%. Le ratio de Sharpe du MSCI World sur les 10 dernières années est de 0,69. Le mien est de 0,59. Je vous rappelle que le ratio de Sharpe, c'est le rendement de votre portefeuille ajusté au risque. Concrètement, combien chaque unité de risque supplémentaire vous rapporte. C'est un ratio qui est assez connu, il y en a d'autres, il y a le Sortino, enfin il y en a plein, mais c'est vrai qu'il est assez utilisé en gestion de portefeuille parce qu'il permet de savoir si en gros on est en train vraiment de produire de la valeur par rapport au risque qu'on a pris. Ici on voit que le ratio de Sharpe, idéalement il est supérieur à 1, en réalité il est inférieur à celui du MSCI World. C'est ce que me dit Norges Bank, que je pourrais faire bien mieux en mettant sur un simple ETF Monde. Bonne solution selon toi. 0,05% de frais de gestion, 5 points de base sur de la gestion active, à ton avis, est-ce que je me fais avoir? Pas mal de questions, évidemment très théoriques, hein. Personne ne m'a posé des questions de Norges Bank, mais bon, si des gens de Norges Bank regardent cette vidéo, on vous salue. Peut-être que vous posez ces questions. Bon, déjà, il faut quand même souligner ce truc-là. Les Norvégiens ont cette valeur de transparence extrême qui fait partie de leur ADN. On en parlait dans la vidéo sur le pays. Et donc là, ils ont créé leur espèce de petit Finari où on peut suivre les positions. Enfin, franchement, je trouve ça génial. Donc là, vous avez littéralement la valeur à la couronne norvégienne près de tout. Vous pouvez télécharger le truc, vous pouvez regarder, tiens, LVMH, ça vaut 2 milliards de dollars de position. Et ils ont 1% de la boîte. Enfin, je sais pas, je trouve ça génial de pouvoir voir tout ce qu'ils ont. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à aller regarder vos sociétés. Par exemple, ils possèdent 1,5% de Total, MicroStratégie 1%. Donc c'est drôle parce qu'on se dit ils sont anti-Bitcoin, mais quelque part ils ont investi dans stratégie. Et d'ailleurs après quand on clique dessus, on voit les droits de vote, on voit aussi quoi ils ont voté. Je vous rappelle que stratégie, bon, c'est une Bitcoin Treasury Company, donc ils achètent en gros, ils lèvent de la dette et ils achètent du Bitcoin et leur but c'est de générer un yield, une performance supérieure à la performance du Bitcoin puisqu'ils vont en gros le prêter, ils vont générer un yield dessus quoi. Vous avez ça sur le real estate, je vous le disais, bah regardez, boum, premier truc, on voit qu'ils ont un bâtiment, rue de Matignon, on est sur du prime, hein, on va pas se mentir, mais ils ont du coup tous leurs biens qui sont listés. Je ne sais pas si ça existe pour la France en fait, d'avoir le patrimoine détaillé de l'État, de toutes les agences. Donc vous pouvez tout voir si ça vous intéresse, on va vous mettre le lien dans la description, vous pouvez vraiment aller vous amuser à décortiquer le patrimoine. D'ailleurs je pense que The Crown Estate, c'est l'agence royale anglaise qui gère le patrimoine du roi. Donc voilà, ils achètent vraiment avec des très très beaux acteurs. Mon patrimoine est très concentré sur les magnifiques sets. Est-ce que je suis trop exposé à la tech? Je vais me dire oui mon capitaine, mais comme tout le monde quoi, c'est le jeu. Aujourd'hui, on va pas aller acheter des compagnies qui font des chemins de fer. Enfin, c'est aussi un peu le sens de l'histoire que d'acheter des boîtes qui font de la technologie parce que c'est ce qui tire l'économie mondiale. La plupart sont malheureusement aux États-Unis et j'adorais que la plupart des boîtes tech soient européennes. Chez Finari, on fait tout pour qu'on puisse un jour peut-être figurer d'ailleurs parmi le patrimoine de Norges Bank si on arrive à se coter en bourse. Je trouve que c'est assez logique quelque part et j'ai pas l'impression qu'ils aient pris de paris directionnels sur une valeur IA en particulier. Ils ont en fait un portefeuille qui est hyper diversifié. C'est sûr que demain, s'il y a une correction, bah oui, il y aura une claque, mais vous avez vu la quantité de cash en fait dont ils disposent et notamment l'amortisseur obligataire. Franchement, ils pourront continuer à servir leur rendement de 3%, mais l'histoire rime quand même. Donc vous voyez, les pires années, bah, Norges Bank a réussi à servir son rendement à l'État et donc ça n'a rien changé. Donc je pense que moi je changerai rien à ça, c'est juste un fait de marché et la seule condition c'est de continuer à évoluer et de faire évoluer les positions à mesure que des nouveaux champions émergent. Si demain c'est plus des valeurs tech, c'est des valeurs énergétiques, bon bah il faudra acheter ça. Donc moi ça me choque pas du tout. Mes performances en immobilier renouvelables sont moins bonnes, est-ce que j'arrête les frais? Bah je pense que là la perf elle est quand même très liée à l'environnement de taux qui est défavorable, hein, on va pas se mentir, le marché de l'immobilier a pris une claque dans tous les pays. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de sujet, aujourd'hui c'est anecdotique. La question à se poser c'est quel est le temps passé par rapport à la taille de la position. Peut-être que si il y a 50% des effectifs qui bossent pour gérer 33 milliards d'euros de portefeuille immobilier, je suis pas sûr que ça vaille le coup. J'ai l'impression qu'ils ont quand même un modèle qui est assez malin puisqu'ils font de la co-investissement et à mon avis ils délèguent une grosse partie de la gestion à des professionnels, à des assureurs, à Crown Estate, vous l'avez vu, Grosvenor aussi, qui possède la moitié de Londres en gros, ou la moitié des quartiers les plus chers de Londres. Donc à mon avis ils ont trouvé un bon mix et c'est même peut-être un moment intéressant pour acheter puisque les acheteurs sont en difficulté, eux ils ont du cash, le fonds est plutôt en train d'acheter de l'immobilier que de s'en débarrasser parce qu'il peut enfin faire des bonnes affaires puisque les prix baissent. Sur le BTC, est-ce que c'est une erreur? Alors je suis vraiment personne pour donner des leçons à Nicolas Tangen qui gère un paquebot gigantesque. Ouais, je pense que ce serait intéressant de regarder de la crypto, mais bon, j'ai l'impression que, enfin vu qu'il a déjà une exposition indirecte via les Bitcoin Treasury Company, maintenant j'ai l'impression qu'ils ont décidé que les grandes poches ça allait être actions, obligations, real estate et renouvelables. Ils n'ont pas d'or par exemple.
Enfin, s'ils n'ont pas d'or, pourquoi prendre de Bitcoin? Pour moi, ça tombe dans la même poche. Je trouve ça assez logique, in fine. Et d'ailleurs, si vous demandez, en fait, ce qu'ils font, c'est que là, les titres qu'on voit, ils les détiennent vraiment directement. Donc, ils recréent leur propre gestion indicielle. Et d'ailleurs, ça va m'amener à la prochaine question. Ils ont décidé, en fait, d'acheter les titres et donc de faire de l'échantillonnage, d'acheter ce qui les intéresse aussi pour pouvoir, évidemment, filtrer. Ils veulent pas de boîtes qui enfreignent les droits de l'homme, etc. Donc, forcément, ils ont besoin d'acheter certains titres. Alors, ils pourraient le faire avec des ETF qui ont des exclusions. Mais bon, vu la sophistication, vu les montants, perso, je trouve ça assez logique en réalité de se dire, moi je préfère être inscrit au registre des actionnaires plutôt que de mettre un intermédiaire entre moi et lui. Oui, il pourrait souscrire évidemment des parts d'ETF et probablement d'ailleurs des parts qu'on appelle institutionnelles, donc il paierait quasiment pas de frais, probablement un point de base. Et il pourrait faire que de la réplication physique, il pourrait donc oui, c'est juste que ils n'ont pas envie de mettre quelqu'un entre eux et l'actif. Et ils ont envie aussi, ils l'ont dit, ils ont une politique de vote active. Alors ils pourraient le faire via des proxy votes, via des fonds, mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de personnes que ça pour gérer un patrimoine si gros. Donc perso, moi ça me choque pas. Et sur les frais, j'ai envie de dire, le fonds Norges, le mandat, c'est pas d'aller générer des frais pour les gérants, c'est d'aller générer du surplus pour le gouvernement et d'assurer l'avenir des Norvégiens. D'ailleurs, je trouve ça hyper malin en réalité de prendre un tout petit peu de frais pour faire tourner les frais de structure, les machins, attirer les meilleurs talents. Je trouve ça hyper logique de prendre des frais, mais de caper évidemment pour que ça soit le moins possible. Là, avec 0,05% de frais de gestion, je veux dire, si vous arrivez sur votre patrimoine au global à avoir ça, moi j'arrive pas à avoir ça perso, vous êtes le roi du pétrole, quoi, littéralement, sans mauvais jeu de mots. Donc franchement, masterclass, le fonds Norges Bank. D'ailleurs, bon, je pense que vous étiez assez enthousiaste en regardant la vidéo sur la Norvège. Pour mettre tout ça en comparaison, il y a ce super graphique là qui montre les fonds souverains. Et donc on voit que le plus gros fonds, c'est la Norvège, de loin. Derrière, c'est la Chine, qui a 2 fonds. Donc si on boucle les deux, on voit qu'ils sont plus gros. Et derrière, vous avez pas mal de pays du Golfe, parce qu'évidemment, qui dit pétrole, dit du surplus, dit préparation de l'avenir. Et ces gens-là n'attendent personne, en fait. Ils investissent aussi. Vous avez le PIF, dont on parlait dans la vidéo sur l'Arabie Saoudite et la famille Al Saoud. Mais ils ont tous, même Singapour a un fonds, alors qu'il n'y a pas de pétrole à Singapour. C'est minuscule, mais ça montre que la discipline budgétaire, quand elle est couplée à une vraie culture de l'investissement, ça fait des miracles, donc assez inspirant. Et malheureusement, aucun pays européen, à part la Norvège, qui figure ici, donc les États-Unis ne figurent pas non plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, un autre graphique que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait que le fonds norvégien détient de plus en plus d'obligations de banques. Donc ça, c'est quand même un vrai pari qui montre aussi le pouvoir qu'ils ont. Enfin, le Norges Bank, ne vous y méprenez pas, c'est un outil diplomatique aussi, puisque on finance un peu tout le monde, c'est dur d'être ignoré. C'est le cas de ce fonds. Donc franchement, beaucoup de choses à apprendre. Et la gestion très raisonnée et raisonnable peut vous donner des idées. In fine, c'est pas si différent de ce qu'on préconise dans nos vidéos. Vous le voyez avec 1700 milliards d'euros, donc forcément c'est une échelle qui est inimaginable. Allez, on finit par le score, parce que je vous le disais, 99 sur 100, je pense que je l'ai jamais eu. Donc qu'est-ce qui manque pour la Norvège? On va dépasser les différents items. Gagner plus qu'une dépense, ça c'est bon. Se payer en premier, évidemment, c'est exactement ce qu'ils font. 3 à 6 mois de dépenses, là c'est plutôt des décennies de dépenses. Investissement en bourse évidemment, investissement sur des ETF. Pas vraiment, ils recréent les ETF, mais c'est pareil, c'est de la gestion indicielle. Ça s'appelle du direct indexing, ça permet de faire plein d'autres choses. Minimum d'overlap, les frais au plancher absolu. Du DCA tous les mois. Alors, je ne sais pas s'ils font du DCA, mais en tout cas, ils réinvestissent tout le temps. Ils font du stock picking, mais en réalité, ils font du stock picking tellement large que c'est plutôt du passive investing. Évidemment, ils ont un compte titre, ils ont pris date sur leur assurance vie. Ça, c'est pas trop adapté. Ils ont de l'effet de levier via de l'IMO. Ils ont de l'immobilier locatif, puisque c'est littéralement leur fonds de commerce. Ils font pas de crypto parce que ça les intéresse pas. Mais autrement, sur les réflexes globaux, ils investissent en eux. Ils ont une vision hyper long-termiste. Ils ont des objectifs on ne peut plus clairs. Ils optimisent la fiscalité, évidemment. Et ils sont assez liquides pour subvenir à leurs besoins. Donc au final, une note ajustée de 99 sur 100. Masterclass, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça vous intéresse que j'analyse un autre fonds souverain, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'aller fouiller dans les données avec l'équipe. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une analyse de patrimoine un peu plus réaliste. Salut!